Est-ce qu'il y a une découverte, scientifique récente, qui t'a marqué? Peut-être qu'il faut sortir un peu de l'urgence. Choisir si on fait partie de la solution ou du problème. Est-ce que justement sur, ce que pourrait être demain, sur l'avenir, est-ce qu'il y a des choses qui te donnent de l'espoir, Je me défie, ou les auditeurs, ceux qui regardent, de me citer un film qui se passe dans un futur où on aimerait vivre. Et c'est quoi les difficultés que tu rencontres en tant qu'enseignant ou chercheur ou les 2? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'ISEN Méditerranée. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Perrochot, enseignant-chercheur et responsable du laboratoire RASCAS, acronyme de, je dois lire mes notes, désolé, Recherche appliquée aux sciences sociales pour concevoir une anthropocène plus soutenable. Bienvenue Guillaume dans ce podcast. On va commencer, par ton parcours. Est-ce que tu peux, nous en dire plus sur ce qui t'a mené à être, enseignant-chercheur, à l'ISEN Méditerranée? Ouais, bonjour Johan. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à être enseignant-chercheur à l'ISEM Méditerranée? C'est un parcours pour moi qui a duré plusieurs années. Je suis devenu chercheur tard dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai soutenu ma thèse, j'avais 37 ans. Euh, Et ça a été comme une suite logique, finalement, à mon parcours d'avant, et ça peut expliquer un petit peu ce que tu as dit, sur, Raska, sur, l'anthropocène. Peut-être que c'est des termes qu'il faudra définir d'ailleurs. Tout à fait. Mais en gros, j'ai commencé comme, un bon soldat de la guerre économique, c'est-à-dire que j'ai fait une grande école de commerce et j'ai été, cadre sup et consultant, pour faire, du business, as usual, business comme d'habitude. Et assez rapidement, je me suis pas très bien senti tout à fait à mon aise dans ce monde-là, même si je ne veux pas décrier le fait qu'il y a des entreprises et qu'il faut qu'il y ait des entreprises, une activité économique. Je trouve ça très, très bien. Mais il y avait juste, quelque chose qui me paraissait étrange dans ce que je vivais, dans les entreprises, et dans le monde du travail. C'est-à-dire, par exemple, il y avait 2 choses en particulier, hein, et je trouvais que, heu, les, heu, les humains, la qualité des humains, le bien-être des humains n'était pas toujours bien pris en compte, et je voyais bien que ça pesait sur les gens, mais même finalement sur les entreprises au bout du compte, hein. Et puis peu à peu aussi, je voyais à quel point finalement, les considérations écologiques, l'impact que peuvent avoir les activités, économiques, n'était pas vraiment, prise au sérieux, en fait, par les entreprises. On avait l'impression que c'était, on laissait ça aux organisations, aux ONG, on laissait ça à des écologistes. C'est pas qu'on était contre l'écologie, mais on voyait pas trop le rapport. Et moi, je voyais le rapport. Je voyais bien que l'activité qu'on avait, le fait de produire, d'extraire, de créer des déchets, d'aller toujours plus vite, c'était, en fait, au cœur du Problématique. problème, quoi. Et donc peu à peu, en 2007, 2006-2007, je me suis inscrit, pour faire une thèse de doctorat, et j'ai fait, une thèse sur, les processus d'innovation parce que c'est ça qui m'intéressait. C'est comment collectivement on innove, et en fait, ça m'a amené à m'intéresser à tout un champ, des sciences humaines qui s'intéresse aux technologies. OK. Voilà. Et donc du coup, bah, c'était logique après avoir ma thèse, je m'intéresse à une école d'ingénieurs, que je devienne donc, c'est ce qu'on appelle la sociologie d'innovation, bah, que je devienne, un prof, un enseignant et un chercheur dans une école d'ingénieurs. OK, très bien. Et est-ce que, il y a eu un déclic à un moment donné ou pas forcément? C'est, ta personnalité qui a fait que ça t'a amené vers ça? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, une Il y a eu info ou un il y a eu plusieurs événement? OK, plusieurs déclics, voilà. ça marche. Bah, clairement la lecture du rapport du GIEC, OK, quand tu vois des scientifiques très sérieux et que tu t'assois juste 1 heure et tu le lis, et «Ah OK, quand même, là, va falloir quand OK. même qu'on se bouge». Il va falloir faire quelque chose, OK. Mmh. Si on revient sur, ton travail aujourd'hui à l'ISEN, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'articule ton quotidien à la fois, d'enseignant et de chercheur? Oui, alors, bah, moi, je suis, en charge des enseignements en sciences humaines et sociales à l'ISEN. Alors, c'est pas moi qui les fais tous, hein, donc il y a plein d'intervenants. On couvre une palette assez large, des sciences humaines dans une école d'ingé, et moi, je m'occupe beaucoup des cours liés justement à l'anthropocène. OK. Anthropocène, donc, ah oui, alors on a dit ça fait 2 fois qu'on dit le mot, mais j'ai toujours pas On le expliqué, mais définira, on peut même le définir maintenant si tu veux. ouais, OK. Alors ça, c'est un mot qui a été proposé par Crutzen, qui est un prix Nobel de chimie, qui est construit comme on construit, un mot qui détermine une période géologique. Par
Par exemple, il y a eu l'Holocène. Enfin, en théorie, on est encore dans l'Holocène. Heu, donc c'est toujours, comme ça, Pléistocène, Holocène et là donc Anthropocène. Anthropos, c'est l'homme et donc ça décrirait une période géologique, en tout cas une nouvelle ère sur Mmh. Terre, dans lequel la principale force géologique, c'est l'activité humaine. Anthropocène et donc c'est, au cœur de et donc nous, on fait plein de cours là-dessus parce qu'on considère que, ça c'est le contexte actuel dans lequel nous vivons et qu'un ingénieur doit être au courant de ce contexte-là, parce Mmh. que c'est un contexte qui est, très large. Ça concerne en plus, c'est très intéressant pour des scientifiques parce que ça parle de chimie, ça parle de physique, ça parle de climatologie, de biologie, ça parle de beaucoup de choses, l'anthropocène, parce que Mmh. l'activité humaine, elle joue sur énormément de paramètres, du système Terre. Donc ça nous amène à faire des cours sur plein de choses, mais toujours autour de, heu, comprendre comment ça fonctionne, le système Terre, comment les êtres humains et leur civilisation s'intègrent dans tout ça Mmh. et qu'est-ce qu'on fait nous, à l'anthropocène? Qu'est-ce qu'on fait à ce parce que le problème, à la limite, ce serait pas grave qu'il y ait une anthropocène, mais c'est qu'elle est Mmh. péjorative. L'impact, C'est une négatif. anthropocène qui, érode, le vivant et qui donc rend peu à peu la Terre moins habitable. Mmh. Donc c'est juste, est-ce qu'on ne peut pas avoir une civilisation ou des civilisations qui maintiennent l'habitabilité du monde? Or, comme les ingénieurs, c'est des gens qui conçoivent les technos, ça tombe bien parce que s'ils étaient bien formés, heu, les ingénieurs devraient avoir tous toujours ça en tête. Comment est-ce que je maintiens ou comment est-ce que je répare l'habitabilité du monde? Mmh. Dans le C'est cahier des charges, il y a une partie, quel impact je laisse, ouais, avec mon c'est, activité. avoir ça en tête parce que de toute façon, ça a des répercussions, qui vont au-delà en fait de, on peut le prendre par plein de bouts, mais on peut le prendre aussi par le bout, géostratégique, par exemple, hein. Se passer des hydrocarbures, par exemple, pour un pays comme la France qui n'en a pas, c'est 80 milliards d'euros chaque année qui sont donnés à d'autres Mmh. pays, qui ne sont pas forcément amis, qui plus est, pour avoir, de l'énergie primaire. Si on se passe de l'énergie fossile, on devient indépendant de ces pays-là. Donc ça va au il y a pas que des enjeux, écologiques, il y a plein d'autres enjeux, en fait, OK de souveraineté. et Mmh. donc pour revenir sur l'aspect enseignement, on a compris. Sur l'aspect recherche, ça rejoint, j'imagine, un peu ces thématiques-là? Ouais, tout à fait. Donc, alors juste préciser qu'on est actuellement, 3 dans cette, unité, hein. C'est plus une unité de recherche qu'un labo, mais on est très transverse, ce qui fait qu'on fait plein de projets avec les autres. Souvent, on fait un projet avec des copains, des collègues de l'électronique ou de l'intelligence artificielle ou de l'énergie. On a fait beaucoup de projets aussi avec les énergéticiens et l'activité de recherche, ça consiste à faire avancer l'état de l'art, la connaissance sur notre domaine. Donc on publie des articles là-dessus dans des revues à comité de lecture, régulièrement. Des bouquins aussi d'ailleurs, j'en ai là, donc on en parlera peut-être. Hem, on participe à des conférences, voilà, on a toute une activité de recherche classique, hein, voilà. OK. Est-ce que tu peux nous dire, justement dans ce domaine de recherche pardon, qu'est-ce qui te passionne particulièrement? Alors, tu me connais un petit peu, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai des passions qui, durent quelques années et ensuite je change. Du coup, je découvre quelque chose de nouveau. Donc ma passion en ce moment, c'est les utopies. Voilà. OK. Je travaille beaucoup sur les utopies. Heu et les années précédentes, j'ai travaillé beaucoup sur le rapport des humains avec les non-humains. Ouais. Donc les plantes, les écosystèmes, les animaux, et cetera. Ça nous a amené à publier pas mal de choses là-dessus et proposer des outils et c'est un mouvement qui a pris de l'essor. Pas que c'est pas nous qui l'avons lancé, Rascas, mais on y a participé et maintenant c'est un mouvement qui prend de l'essor. Je sais pas si vous savez, mais pas loin d'ici à Draguignan, donc dans le Var, ça fait 1 an et on collabore avec eux, qu'ils ont mis en place un parlement, du vivant. Donc il y a des représentants, de la faune et de la flore qui peuvent, donner leur avis sur des sujets, sur des dossiers, mais en se faisant porte-parole d'un écosystème ou d'un OK. animal ou d'un arbre, parce que finalement ça fait partie du patrimoine, vivant et naturel de la ville et c'est souvent on oublie de leur demander finalement et après c'est les êtres humains eux-mêmes qui s'en plaignent. Ils disent: «Mince, la rivière est polluée ou elle déborde ou tel type d'arbre est en train de disparaître». Parce qu'on n'a pas réussi à pourtant Mmh. ils nous donnaient des signaux quelque part, et donc on n'a pas institutionnalisé en fait, le fait d'écouter, la parole des non-humains
il y a quelques mois, il me semblait que tu as travaillé avec, des étudiants, notamment sur un projet, autour de personas non humains. Ouais, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Je crois que ça rejoint un peu cette, ouais, thématique de faire parler finalement, tout à fait. Alors, ça, c'est peut-être pour les gens qui écoutent, heu, c'est, faire un tout petit détour. C'est que dans le métier de la conception, que ce soit les architectes, les ingénieurs ou, les designers, on utilise des outils pour concevoir et imaginer des solutions, et un outil qui est très, très souvent utilisé, qui est connu, c'est le persona. Alors, ça veut dire quoi le persona? C'est-à-dire qu'on va faire la représentation d'une de quelqu'un qui n'est pas là. Persona, ça vient de la Grèce. En fait, c'était le masque mmh, que les acteurs mettaient pour incarner un rôle. À partir du moment où mettais le masque du persona, l'acteur, finalement, c'est comme une transe. Il se met à prendre les caractéristiques du mmh, personnage. S'il prend un demi-dieu, bah, il devient, comme par magie, un peu ce demi-dieu. Donc c'était ça le persona, OK. et donc c'est une manière de convoquer celui qui n'est pas là. Et en fait, quand on se met à plusieurs, on se dit: «Tiens, on va faire, par exemple, un système électronique, pour mettre sur des lits médicalisés, qui sera utilisé par des infirmières». Si on le fait entre ingénieurs, on va louper quelque chose. Il faut absolument qu'on ait une infirmière avec nous, Mmh, qui puisse nous dire: «Non, mais moi je fais ça», et qu'elle nous dise comment elle vit les choses, quels sont ses besoins, ses peurs, ses craintes. Alors, on peut faire des études, on peut aller sur le terrain, discuter avec ces gens-là, ça c'est très bien, mais souvent on va tout synthétiser ça dans une fiche, qu'on appelle le fiche persona infirmière. Donc on lui mmh. donne un nom, un prénom, et cetera, et en fait on le met sur la table ou sur le tableau, et dès qu'on prend une décision, on discute entre nous et hop, on demande au persona: «C'est bon pour le persona ou pas?» Ça correspond, Et si c'est pas bon pour le personnel, on le fait pas. Même si nous, les geeks ou les ingénieurs ou les architectes, on trouverait que c'est une bonne mmh, idée, si c'est pas bon pour le persona, c'est pas la peine de le faire. Donc c'est OK. une technique. Et en fait, il y a un jour, j'ai eu une intuition. Je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi on ferait pas des personas non humains?» Alors pourquoi on ferait pas une rivière, par exemple? Il y a des entreprises qui disent: «Oui, on va concevoir de nouveaux produits, mais pour nous, c'est important, qu'on montre à nos clients, à nos parties prenantes, qu'on prend soin de la nature». Bon, sauf qu'on n'avait pas de méthode pour ça. Et donc j'ai dit: «Bah, on n'a qu'à prendre la même méthode que les personas, mais on fait des personas non humains». Et en fait, on a testé le persona non humain sur 18 projets avec une centaine d'étudiants. Puis derrière, on a fait toute une analyse des résultats obtenus. On a fait une analyse, on les a interviewés aussi individuellement. Donc ensuite, on a fait une analyse sémantique, on appelle ça, de leur discours, pour voir s'il y avait de l'empathie, par exemple, qui OK. apparaissait. Et ça nous a amené à faire un article, sur les personas non humains, qui a été publié par, la revue, scientifique, Nature, Sciences et Société, il y a un an là. Et il y a un peu, a été un des premiers articles, en langue française à parler de ça. Et c'est un des rares articles qui a, vraiment mesuré, parce que ça faisait 2 ou 3 ans qu'on voyait passer des histoires de personnes non humains, mais personne n'avait mesuré si ça avait un impact. Donc nous, on était probablement le premier article à mesurer l'impact OK. réel des PNH, personnes non humains, sur, heu, une montée en empathie envers la nature chez les designers, chez les concepteurs, chez les ingénieurs. OK. Très bien. Et ça marche, à peu OK. près. Si on revient sur, les imaginaires, et notamment, la fabrique, d'imaginaires, tu as apporté avec toi un manifeste et on a également, des exemplaires de plusieurs récits de nouvelles. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors là, ça peut prendre du temps, hein, parce que Bah, on peut, parler de notamment de qu'est-ce qui t'a amené à produire ce manifeste ouais, et qui est intervenu aussi, ouais. dans cette production? En fait, on s'est rendu compte peu à peu, et ça c'est pas moi qui l'ai dit, la plupart du temps, c'est des choses qui ont été dites par d'autres. Mais en gros, on a beaucoup de mal à se projeter dans le futur actuellement, parce qu'on est coincé, entre 2 gros imaginaires dominants. Donc il y a un imaginaire dominant qui est l'imaginaire, des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, mais pas que, hein, plein d'autres, hein. On nous pousse un imaginaire avec, on nous dit: «Bah, demain, ça va être des robots, des drones, des IA, on va aller sur Mars, on met de la technologie partout». C'est le futurisme, quoi, c'est, des choses qu'on peut voir des fois dans la science-fiction, et cetera. Et ça, c'est un imaginaire qui est très puissant et qui finalement qu'on remet pas toujours en question, en réalité. Comme si, et en fait, ça c'est il y a une petite erreur. C'est-à-dire que, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du progrès, c'est pas forcément
l'innovation Mmh technologique. mh, C'est-à-dire que mmh. si l'innovation technologique à fond pour être plus surveillé, pour être plus stressé, pour être, plus asservi, pour être, un peu plus bête, pas forcément bon. Mmh. Je sais p c'est un imaginaire que si on le pousse à fond, ça donne, Wall-E, par exemple, où, si vous avez vu le film, les humains, finalement, à force de faire ça, ils ont complètement pollué leur planète et ils sont partis, sur des espèces de paquebots interstellaires. Mmh. Ils font plus rien, ils sont tous très gros, ils font pas de sport, ils sont, neurasthéniques, enfin, c'est pas voilà. Donc Donc il y a cet imaginaire-là de la Mmh. techno à tout prix qui en plus n'est pas très compatible justement avec l'anthropocène. Parce Ouais. que l'anthropocène définit un certain nombre de limites de ce qu'on peut faire avec l'utilisation de l'eau, avec, l'utilisation de l'azote et du phosphore, avec, l'exploitation, et le rejet de matières, de nouvelles entités chimiques, enfin bref, de toute façon ça marche pas. On n'a pas assez de ressources sur terre, par exemple, pour que, les 8 milliards d'êtres humains aient une voiture. C'est pas possible. Donc ça marche pas. Et puis de l'autre côté, il y a un autre imaginaire très puissant, très dominant aussi, qui est celui des dystopies. Si tu regardes bien, tout, l'univers fictionnel dans lequel on vit, les fictions qui parlent du futur, bah, je te mets au défi ou les auditeurs, ou ceux qui regardent, de me citer un film qui se passe dans un futur où on aimerait vivre. Un futur réjouissant, c'est Un vrai f qu'on Très on trouve beau, peu. voilà. Et c'est un imaginaire, donc c'est ce qu'on appelle, voilà, l'effondrement, quoi, hein. Donc on est coincé entre, le futurisme et l'effondrement. Alors il y a pas de raison, alors c'est vraiment juste 2 gros courants. Mais à une autre époque, les gens pensaient autrement au futur. Il y avait, au 19e, au 18e siècle, il y avait plein de courants qui parlaient, voilà, d'autres possibilités d'être ensemble, qui décrivaient des futurs possibles, qui étaient ni l'un ni l'autre, quoi. Le progrès, c'est pas forcément plus de Mmh. technique, c'est aussi peut-être plus de partage, plus de santé, plus de joie, et cetera. Il y en a un film, c'est le La Belle Verte de Colin Serrault, où il y a un monde, utopique comme ça qui est présenté, qui est pas technologique, ni effondré, mais OK. qui est viable, nous on dit toujours faisable, désirable et soutenable. Voilà. Donc on s'est dit: «Ça serait bien d'amener les gens à raconter des histoires alternatives». Voilà. Y compris, ben, les ingénieurs, les gens qui font de la politique, tous ceux qui sont chargés et payés pour planifier l'avenir. Mmh. C'est impossible, hein, on ne peut pas deviner l'avenir. La seule chose qu'on peut Mmh. faire sur l'avenir, c'est de le raconter. Mais on ne peut pas le planifier parce que c'est trop par contre, le raconter, on peut. Et si on le raconte bien, c'est ce qu'on appelle le pouvoir performatif, des histoires, bah, quelque part, ça va contribuer à ce que les choses se réalisent. Et donc il faut raconter, des histoires. Donc on a commencé à se dire: «OK», donc on a lu avec, Jean-Philippe Pierre, mon coauteur, hein, on a lu des bouquins, on a regardé des choses. Moi, je m'étais intéressé à ça aussi par un autre, biais que peut-être je raconterai plus tard, mais on a regardé plein de choses, peut-être ça parlera aux gens qui écoutent, mais la théorie U de Otto Scharmer, tout ce qui est, Le travail qui relie de Joanna Macy, tout ce qui est, la fabulation spéculative, de Dana Haraway, il y a des cours en français aussi, de Ricoeur, sur, mimesis, enfin il y avait plein de choses en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient déjà bossé là-dessus et on s'est dit: «On va monter des ateliers d'ateliers d'écriture». On va inviter des gens et on va faire en sorte qu'ils puissent raconter des histoires qui se passent bien et qui se passent demain. OK. Et donc ça nous a amené à faire des recueils de nouvelles, en fait, des recueils de nouvelles utopiques, recueils de récits utopiques, volume 1, volume 2. Là, on va écrire le volume 3 en mois d'avril. Heu et donc c'est que des histoires, qui finissent bien et qui se passent dans un monde même s'il y a, par exemple, certains mettent un monde avec +4 degrés de réchauffement climatique. OK. Pas pour ça que c'est devenu Mad Max, hein, et cetera, et cetera. Donc c'est bien de se remettre un peu de parce que c'est plausible aussi. Et moi, je suis persuadé que ça ne sera pas Mad Max, que je veux dire. Les gens, ils ont envie d'avoir des vies correctes, on saura s'adapter. Heu, bien entendu, c'est mieux si on évite au maximum les Mmh. dérives, parce qu'il ne faut pas arriver dans des zones où ça devient moins Ouais, habitable. insoutenable. Ouais. Mais, l'habitabilité, elle est aménageable. Elle peut être maintenue, bien sûr, c'est l'essentiel, mais elle est aménageable et puis surtout, ça permet aussi de se projeter dans, par exemple, des pénuries de cuivre, par exemple, Mmh. heu,
Et puis d'eau aussi, ça veut dire que ça nous amène à revoir nos usages de l'eau. Est-ce qu'on est obligé d'arroser du maïs, et cetera? Surtout en sud-ouest, Mmh. réchauffé. Bref, il y a plein de questions que ça pose, mais ça permet de et c'est hyper libérateur. Tous les gens qui ont participé à ces ateliers, ils disent que ça leur enlève de l'éco-anxiété quand même, hein. OK. Ça leur enlève du stress. Le fait de se projeter sur des Ouais, parce que tu te rends compte, bah oui, pourquoi pas? Si tu les lis, des fois, tu dis: «Oui, ça le fait aussi, ça marche». Et c'est pas complètement naïf. À chaque fois, on fait en sorte que les récits suivent certaines règles. OK, Et une des règles, c'est qu'il y a une tension à résoudre. Un bon OK. récit, il y a toujours une tension à Oui, résoudre. Il y a une c'est problématique. pas de l'utopie de A à Z, il y a C'est pas voilà, il y a forcément un truc qui arrive, qui se passe pas bien, on s'y adapte et on voit comment ça se passe. et justement le manifeste par rapport à ces récits, il est là pour un peu guider finalement, Voilà, c'est ça. il est C'est-à-dire là pour guider. que plusieurs auteurs nous ont dit, «Mais comment, quoi les principes en fait que vous suivez?» Et puis cet été, parce que c'est tout nouveau ça, cet été, en y pensant, beh, il m'est venu assez vite, 12 principes. 12, c'est facile à retenir, hein, tu sais, c'est 12 mois dans l'année, Mmh. 12 heures par demi-journée, les 12 apôtres, les 12 commandements ou les 10, ça dépend. Bref, il y a beaucoup de choses qui marchent par une douzaine d'œufs. Donc là, il y a 12 principes pour des récits utopiques et le sous-titre surtout, c'est 12 principes pour redonner aux utopies leur pouvoir de transformation. Et j'ai fait exprès de garder le mot utopie. On nous a dit: «Ah mais c'est un petit peu les utopies, c'est un peu péjoratif maintenant». Mmh. «Oh, c'est utopique». Mais ça l'était pas avant. Il y a une Ouais. époque, 100 ans, l'utopie, c'était un genre littéraire et c'était pas forcément péjoratif, pas du tout. Au contraire, c'était Mmh. bien d'avoir des utopies et il faut réhabiliter, les utopies. Souvent, on nous dit: «L'utopie, c'est un truc de doux rêveur». Mais Mmh. là, dans ce cas-là, c'est un des principes d'ailleurs qui est le principe, atterrir, heu, le principe numéro 4. Et atterrir les utopies, OK. c'est-à-dire qu'on Un essaye principe toujours de de les réalité. positionner dans un monde, plausible, qui OK. découle du monde d'aujourd'hui. Ça se passe pas sur Avatar, ça se Mmh. passe pas sur une planète inconnue, ça se passe à Draguignan en 2100, Ouais. ça se passe au Cap Taïa en 2048, ça se passe, en Bretagne en 2027. Mmh. À chaque fois 27 c'est demain, mais bon, 37. À chaque fois, on fait en sorte de décrire un territoire réel et plausible, c'est-à-dire qui découle de ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. On va pas OK. imaginer, par exemple, qu'en 2050, il y a 4 millions d'habitants, à Toulon ou que tous les bâtiments soient en verre, recouverts de végétation. C'est pas possible. Mmh. Il faut 10 ans pour construire un bâtiment, Ouais. enfin, de temps qu'on le planifie et cetera. Les bâtiments de 2045, ils sont à 90 ils sont déjà construits. Mmh. Donc, il y a plein de principes comme ça pour sortir un peu de science-fiction, de trucs un peu utopiques, pour le coup, parce qu'ils sont pas réalisables. OK. Est-ce qu'il y a un principe sur les 12 qui te tient à cœur, qui est un peu plus important que les autres ou pas forcément? Il y a quelque chose qui ressort, qui doit être, particulièrement est-ce que c'est ce principe 4 ou est-ce que c'est l'ensemble des 12 qui doivent être, respectés? Ben, les tous sont importants, mais il y en a 2 ou 3 que j'ai envie de mettre en avant. Ouais. C'est éviter le pire, parce qu'en fait, on a un biais de négativité. Mmh. On le voit à chaque fois. L'atelier, il dure 2 jours, hein. C'est un atelier assez intense parce qu'au bout d'une journée, les récits commencent à sortir et la moitié des récits sont dystopiques. OK. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas s'empêcher, ils sont coincés dans cette idée que demain, ça va être terrible. On a été tellement baignés dans cet univers Mmh. et en fait, c'est une facilité. C'est une facilité Ouais. littéraire. C'est facile de faire: «Oui, j'imagine un monde où» toujours un peu pareil, quoi et c'est moi, personnellement, je trouve pas ça voilà et il faut savoir qu'il y a un genre, pour ceux que ça intéresse, il y a un genre, science-fiction qui existe, qui fait ça, qui s'appelle le solarpunk. Voilà. OK. Le cyberpunk, ça existe, mais il y a le solarpunk qui émerge beaucoup aussi. Il propose des futurs, comme ça, très, il décrit des sociétés où les gens sont avec des énergies renouvelables, en lien avec la nature et cetera OK. et à la limite, tu peux faire une enquête policière dans un univers solarpunk en 2100, quoi et donc c'est faisable. Donc éviter le pire, ça me semble important parce que c'est très puissant en nous. Hem, Bien entendu, ça va pas t'étonner, hybrider les points de vue. C'est-à-dire, nous, on dit: «C'est bien que l'histoire, elle soit vue ou racontée par un humain, mais aussi, pourquoi pas, par une rivière OK. ou par, une entité non humaine ou par un robot». Moi, là, par exemple, dans celui-là, j'ai écrit une nouvelle qui est en partie vue par un drone. OK. Mais c'est un drone agricole, un drone qui s'occupe d'une plantation d'agaves. Donc c'est hybride, en fait, parce qu'il a des OK. capteurs branchés sur les agaves, enfin, c'est tout un ensemble de choses. Hem Et puis je crois que le plus important, peut-être, c'est produire des artefacts.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste que ce soit une histoire. À minima, il faut qu'elle soit imprimée et OK, distribuée. que ce soit tangible. Que ce soit tangible, exactement. Il faut rendre tangible. Le mieux, après, c'est fabriquer un objet. Mmh. Heu, c'est comme ça que les choses si on veut que les rêves deviennent réalité, il faut les incarner dans la réalité. Il faut les Mmh. mettre dans la matière Puisse y avoir une transmission aussi, et ça se que ça puisse être, transforme. regardé, vu, Oui, puis lu. ça va peser sur le réel, du coup. Il y a une histoire incroyable, toute simple que je te raconte. Une histoire, heu, Barbara, la chanteuse, heu, perd son père, avec lequel elle avait une relation très particulière, difficile, hein, bon bref et et elle reçoit un jour, je crois, un télégramme. On lui dit: «Madame, venez au rendez-vous enfin, venez à Nantes, votre père Mmh. est à l'hôpital» et cetera et elle raconte ça dans une chanson qu'elle a écrite 3 ou 4 ans plus tard et dans la chanson, il y a une phrase qui est connue pour les fans de Barbara, Mmh. c'est, «Pourtant j'avais au rendez-vous 23 rue de la Grange au Loup». OK? Donc elle écrit ça sur son carnet. Donc tu vois, c'est dans sa tête. Elle écrit sur un carnet, ça devient matériel. Elle va dans un studio d'enregistrement. C'est enregistré, c'est gravé sur des micro-sillons. Ça devient encore plus matériel. C'est diffusé sur les chaînes, à l'époque, sur les radios. Les gens achètent le vinyle chez eux, ils l'écoutaient chez eux. C'est rentré donc c'est parti de son imaginaire à elle, c'est passé dans la matière et ensuite c'est rentré dans l'imaginaire collectif. La rue de la Grange-au-Loup à Nantes, sauf qu'il y avait pas de rue de la Grange-au-Loup à Nantes. C'est inventé. Oui et dans les années 80, le maire, je ne sais plus lequel c'était, de Nantes, il y avait une rue qui avait un nom, genre, rue des Jardins, ça n'avait aucun intérêt et ben, il l'a appelée la rue de la Grange au Loup et donc en fait, tu vois, c'est pour ça que je te dis le pouvoir de l'imaginaire, si on le rend tangible, c'est qu'il transforme le monde Ouais, en fait autour de lui. Donc ouais, en fait, Barbara, 30 ans plus tôt, elle a créé la rue de la Grange au Loup, ouais. qui existe vraiment, tu peux aller te promener dans la rue de la Grange au Loup. D'une idée, finalement, c'est devenu quelque chose Voilà, de physiquement, c'est ça. réel et tangible, quoi. Exactement et c'est souvent ça, si on rêve des choses et qu'on les écrit et qu'on les raconte, c'est la seule manière pour qu'elles puissent prendre corps dans le réel et devenir une réalité plus tard. Donc, faut absolument projeter, nos belles idées sur, OK, la matière pour que ça OK, soit, et ça, c'est une leçon de ce qu'on appelle la sociologie de l'innovation dont je parlais, Bruno Latour et cetera. Ils ont raconté ça depuis longtemps, OK et depuis les années donc 80. d'où la création également d'une maison d'édition, dédiée au départ un peu à la parution de ces manifestes. Oui, alors ça, c'est une autre histoire en effet, c'est-à-dire que le 1er volume du recueil de récits utopiques. On l'a fait publier par un éditeur, effigie, qui a accepté de publier, mais on a trouvé que c'était un peu fastidieux, de trouver l'éditeur, de discuter avec lui, et cetera. Puis au bout d'un moment, on s'est dit: «Mais en fait, pourquoi nous, on va faire une maison d'édition?» parce que c'est une tradition, il y a pas mal d'écoles, d'ingénieurs qui ont une maison d'édition. Mmh. Les grandes écoles comme les mines, ils ont une maison d'édition. Ceux que je parlais de Bruno Latour tout à l'heure, il a été édité au départ ch aux Presses des Mines. Mmh. Donc je me suis dit: «Mais en fait, on devrait faire un peu s'inspirer de ça». Donc on a créé une maison d'édition qui s'appelle Balise et qui a donc, 3 livres puisqu'on a réédité le 1er volume. Le volume 1, il est là, le volume 2, je sais plus où il est, quelque part. Juste derrière Ah ben toi, voilà, le sur le volume 2, il est thème des là, boutures. voilà et donc le manifeste et bientôt il y aura une 3e, et assez marrant parce que oui, c'est peut-être pas tout dit, mais c'est assez rigolo de savoir une chose. C'est que tous ces livres-là, les recueils de récits utopiques, c'est des petites nouvelles. À chaque fois, il y a 10 ou 12 auteurs, et pas que des chercheurs d'ailleurs, ça peut être aussi, on a f on a eu un capitaine de pompiers la première fois, on prend des gens qui peuvent avoir, qui sont intéressés par le futur et et le principe, c'est d'aller se mettre dans un jardin, en fait. On voulait pas faire un séminaire d'écriture dans une salle de réunion quoi ou des choses comme ça. Justement parce qu'un des principes qu'on applique, c'est de sortir des récits dominants OK. et donc pour sortir des récits dominants, qui sont, le business as usual par exemple, c'est bien d'amener les gens, justement de les surprendre et pas de les amener là où on ferait un séminaire et Mmh. donc par contre, quand on fait des ateliers, en marchant, en déambulant dans un jardin, c'est complètement différent. Donc les gens, ils sortent plus facilement de leurs habitudes. Donc et à chaque fois en plus, on donne un thème OK, issu de la botanique et donc le premier c'était sur les écotones et le deuxième c'est sur les boutures et le troisième ce sera sur les rhizomes. OK. Mais c'est juste une métaphore en fait, hein, on ne parle pas de bouture vraiment, mais qu'est-ce que c'est une bouture, si, dans la société, par exemple? Prendre quelque Mmh. chose et
planter ailleurs et ça donne un autre individu. Ouais, ça, c'est un thème qu'on retrouve dans toutes les nouvelles, par exemple, du récit sur les boutures. Et beh, voilà, c'est ça le principe, c'est qu'à chaque fois, on trouve un thème, issu de la botanique. OK, très bien. Est-ce que justement ces recherches sur, l'imaginaire, c'est quelque chose après que tu transposes dans des travaux, auprès de d'entreprises ou de collectivités, de villes, Oui. Mmh. dans des projets finalement en tant que chercheur? Bah, oui. Oui, oui, curieusement, c'est souvent ça. Des fois, quand on suit un peu son intuition, au début, on se dit: «Bon sang, dans une école d'ingénieur, on travaillait sur des récits Mmh. utopiques. Ouais, c'est vrai qu'on peut OK, se dire, pourquoi pas, mais est-ce que ça va intéresser les gens?» Et en fait, oui, donc on a eu plusieurs fois, l'occasion d'avoir des projets de recherche collaboratifs, hein, c'est-à-dire où on était, financés pour faire mmh ça avec des institutions. Donc on a travaillé par exemple, avec, l'AFPCNT, mh, c'est l'Association française de prévention des risques naturels OK. et technologiques, AFPCNT. Donc ils nous ont contactés parce qu'eux, c'est pareil, ils se sont rendus compte que, dans les années qui viennent, il y a forcément des risques possibles sur un territoire. En particulier, par exemple, en zone méditerranéenne, Mmh, avec le réchauffement climatique, il est très possible que d'ici 2030-2040, il y ait, des occurrences de médicanes. Donc un médicane, c'est, un hurricane méditerranéen. Voilà, donc une espèce de mini, enfin pas une tornade, un mini cyclone quoi, d'accord, un ouragan et mais est-ce que les gens sont prêts, s'il y avait un ouragan qui arrive? On n'a pas la culture de mmh, l'ouragan. Si on va dans des pays où ils sont habitués à ce qu'il y ait des ouragans ou des cyclones, ils savent ce qu'il faut faire. Mettre du scotch sur les fenêtres, avoir une radio avec soi, avoir de l'eau, se mettre loin de certaines zones. Il y a un tas de réflexes à mmh, avoir et cetera. Ils se sont dit: «Comment on pourrait, et puis en même temps, ça arrive aussi sur des pays où il y a, je sais pas moi, des camions qui transportent, des produits dangereux qui pourraient s'écrouler sur la route. Donc, on a appliqué cette méthode, en fait, la méthode de construction de récit et on l'a fait avec, les services de sécurité civile, des experts du CEA, des citoyens, des pompiers, on les a réunis, on a fait un atelier d'une journée pour le coup, on avait bien préparé le truc et on a imaginé, une histoire qui se passe en 2047, qui s'appelle Théa et le Médicane. Et qui raconte l'arrivée d'un médicane sur une ville qui ressemble un peu à Toulon, mais qui est pas Toulon, mais qui est une ville méditerranéenne, une ville OK. côtière et on voit heure par heure comment ça se passe et les gens s'adaptent, ils savent ce qu'il y a à faire. Il y a un peu de suspense, c'est quelqu'un qui est perdu, qu'on retrouve, c'est une vraie histoire, hein, ça se lit comme une histoire. Mmh mh, mmh. Sauf que ça met en œuvre aussi, ben, les technologies de cette époque-là, on a anticipé un peu et on a imaginé un territoire qui était prêt en fait, qui avait déjà des organisations civiles pour le faire. Ils savent faire, la plupart des gens savent faire. Donc voilà, donc cette, nouvelle maintenant, ensuite on l'a mis, en image avec un dessinateur, Jonathan Oconte d'ailleurs, qui est toulonnais et on a demandé aussi à Jeanne Hénin, qui est une écrivain, de réécrire le texte, parce qu'on avait envie que ça soit écrit, joliment. Donc voilà, donc ça c'était un travail qu'on a fait de recherche et maintenant, c'est un Real Médicane est imprimé et distribué auprès d'un certain nombre d'organismes, OK, besoin de se préparer, enfin, d'anticiper un petit peu. OK. De prévoir, je sais pas, des investissements sur telle ou telle Voilà, infrastructure, parce que c'est ça, en lisant une nouvelle, la nouvelle, on comprend ce qui manque aujourd'hui, en fait. Ça, mmh ça c'est un des principes. mh, C'est un des principes du récit utopique, c'est revenir ici et maintenant. C'est une fois que tu as mmh, écrit une nouvelle, ça te donne des indications sur ce que tu pourrais faire, tout de OK, suite, pour aller dans ce sens. Le premier pas qui compte, quoi. On a fait aussi, on travaille avec les pompiers maintenant, du coup. OK, Pompiers, donc il y a une école, de formation des officiers supérieurs qui est, l'ENSOSP, l'École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers et avec Jean-Philippe, Pierre, on intervient, tous les ans maintenant pour former les colonels. Donc dans la OK. formation des colonels, c'est ceux qui vont prendre la direction du S10, des Mmh, centres départementaux, d'incendie et de sécurité. Ils ont une formation et maintenant ils doivent faire un rapport, d'anticipation. Ils OK, doivent expliquer, ils doivent faire un rapport de prospective et d'anticipation et on les forme et ils utilisent notre méthode pour écrire OK. des récits qui se passent dans le futur. Tous, ils doivent faire ça. Ça fait partie de leur formation. On l'a fait aussi, sur un autre projet pour le département, du Var. On a fait un récit, futuriste qui se passe dans un habitat partagé. Mmh,
Donc une maison dans laquelle habitent, des gens qui souffrent de différents enfin qui sont en situation, de handicap, différents handicaps, ça OK, existe déjà. Mais forcément là aussi, ils se disaient: et comment fonctionneraient ces maisons en 2045? Et donc je suis allé là-bas et on a organisé pareil un atelier d'écriture. On a raconté, une journée, OK, qui se passe, 20 ans plus tard. Et en fait après quand on repart en arrière, quand on y a journée, on voit ce qu'il y a à faire. Et du coup, ça a découlé des projets de développement de technologie par l'ISEN. OK. Donc Ça ça permet ça boucle. d'avoir, OK. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le récit, on se dit: «Ah bah, donc du coup, on aimerait bien avoir ce genre d'objet». Ah ben, on voit avec les collègues, en informatique, en électronique, ils disent: «Mais c'est faisable» et donc maintenant on est en train de faire des prototypes. Donc ça boucle en fait. OK. Pour ceux qui connaissent pas forcément le milieu de la recherche, ça se passe comment parce que la mise en relation avec, un département de recherche comme le vôtre, et une entité? Parce qu'on peut se dire, comment est-ce que les sapeurs-pompiers, vont être mis en relation avec, un laboratoire de l'ISEN Méditerranée? Ça peut paraître un peu, Mmh. pas antagoniste, mais très Oui, différent. bah, c'est parce qu'en fait là pour le coup, c'est grâce au pôle de compétitivité, SAFE. OK, Il y a les fameux pôles de compétitivité qui en France depuis un certain nombre d'années regroupent des universités, des écoles, des industriels, des PME dans un domaine. Et là, c'est le domaine de la sécurité. Et la sécurité aujourd'hui, ça comprend la sécurité civile, mais c'est aussi la sécurité environnementale. Et donc il se trouve que, dans des commissions, allées, on s'est retrouvés ensemble à discuter et on s'est OK, rendu compte que, ben, typiquement, au départ, c'est même je suis allé faire une formation, de la fresque du climat parce que OK, chez les pompiers, au OK. colonel justement. Parce que, eux, les pompiers, ils ont les pieds sur terre et ils savent très bien que c'est une réalité, Mmh. l'anthropocène et le Mmh. réchauffement climatique, qu'il est bien d'origine Ouais. anthropique et que, ils le savent parce que c'est les premiers à aller Ils le chercher les gens vivent, dans dans les leur chair. inondations, et à aller éteindre les feux. Et ils voient Mmh. bien que l'occurrence de tout ça augmente et que c'est lié à Mmh. des conditions climatiques extrêmes. Et en plus, quand ils sont en Méditerranée, ils savent que ça ne va faire qu'augmenter. Donc ils ont plutôt intérêt, pour le coup, dans le monde, les militaires et les pompiers, c'est Mmh. ceux qui ont totalement intégré les changements à venir, parce qu'ils ont besoin de l'anticiper, Ouais, eux. Donc du coup, comme nous, on avait une méthode aussi pour explorer un peu, OK. parce que la difficulté, c'est que personne ne sait à quoi ressemblera demain. Donc, Mmh. comme je te disais, on ne peut pas, prévoir. Les prédictions se trompent souvent. Par contre, on peut le raconter. OK. C'est juste un avantage, c'est que pour bien raconter, il faut quand même avoir un peu prévu. On fait toujours un peu de veille, hein, parce qu'on ne va pas inventer n'importe quoi. Mais Mmh. après, le fait de raconter une histoire, c'est comme une espèce d'exercice de brainstorming, en fait. Ça te fait venir des idées que tu avais pas, auparavant sur comment pourrait être demain. OK. Est-ce que justement sur, ce que pourrait être demain, sur l'avenir, est-ce qu'il y a des choses qui te donnent de l'espoir, dans Oui, l'avenir? oui, oui, de plus en plus, OK, en fait. J'étais pas là, il y a 2 ou 3 ans parce que j'étais encore beaucoup dans le constat de ce qui allait pas OK. et j'avais pas levé mon nez pour voir qu'est-ce qui changeait et moi je pense qu'il y a des choses qui changent, vraiment dans le bon sens, pour le coup. Malgré, l'actualité, à court terme, mais si on la regarde un peu mieux et qu'on la décode, c'est vraiment pas c'est pas si effarant que ça pour moi. OK. Heu, j'ai un cours là-dessus, hein, j'ai des cours sur la transition, tout ça, mais et mon cours, il évolue tous les ans parce que ça va tellement vite, quoi. Le Mmh. cours que je fais là, en 2026, c'est pas du tout mon cours de 2023. Ouais. Alors moi, comme je te disais, j'ai fait ma thèse sur, les processus d'innovation. Donc forcément, je me suis penché sur, l'émergence des innovations au travers l'histoire. Mmh mh. Il y a plein de gens qui l'ont fait ça avant. J'ai juste lu ce qu'on avait écrit là-dessus. Donc il y a les fameux Schumpeter et les cycles de Mmh. Schumpeter, c'est très connu. Il y a plein de gens qui ont analysé l'émergence des grandes innovations et en fait, elles suivent une courbe qui est un peu toujours la même. C'est-à-dire que ça stagne un moment, une nouvelle, quelque chose et soudain, ça prend une pente, Mmh. la courbe en cloche et quand ça commence à prendre la courbe en cloche, c'est inexorable et ça remplace tout ce qu'il y avait avant et ça dure OK. peu de temps. Donc si tu regardes la courbe, par exemple, du véhicule, à moteur à explosion, Mmh. il y a des photos que je montre quand je fais mon cours. Une photo de la 5e avenue en 1905, il y a, 15 je crois, 1915. Il y a que des hippomobiles Mmh. et une voiture, à moteur, OK. parmi les milliers de voitures et après il y a une photo qui a été prise au même endroit 10 ans plus tard, c'est le contraire. Il y a que des voitures et il y a une hippomobile. Alors que des véhicules à moteur à explosion, ça existait un peu, mais ça avait pas atteint la maturité,
Et à un moment donné, c'est plusieurs innovations, c'est souvent un train d'innovation qui fait que c'est possible. Où soudain, on sait mieux raffiner le pétrole, hem, on est capable de faire une essence de meilleure qualité. Le moteur à explosion s'est amélioré parce qu'il y a eu des innovations qui ont été faites sur un certain Mmh. nombre d'éléments du moteur. La sidérurgie s'est améliorée aussi. On invente le Fordisme et le Taylorisme, donc on arrive à faire des usines pour, faire des gains de productivité et cetera et cetera. Pareil pour les pneus, pareil. Et soudain, on arrive à faire des voitures qui ont vraiment une utilité et les gens se jettent dessus, quoi. Ça va Mmh. très vite. Mmh. Et donc en fait, quand on regarde les couronnes des innovations, on guette le moment où la courbe va faire ça. OK, là, on est dans un Et en cycle un fait, peu heu stable, et en mais fait, il y a 2 ou 3 ans, bah, non, en fait, la courbe est comme ça. OK. C'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 ans, il y a un monsieur qui s'appelle Fressoz, hein, qui est un collègue, hein, quelque part, hein, qui est un chercheur du CNRS, qui a fait un bouquin qui dit: «La transition n'aura pas lieu». Parce qu'en OK. fait, il avait analysé l'histoire et il montrait qu'à chaque fois qu'il y avait une énergie nouvelle, elle venait se cumuler aux autres. Mmh. C'est-à-dire que quand, on a découvert le pétrole, on n'a pas arrêté d'utiliser le charbon. On a utilisé autant de Mmh. charbon, voire plus. Comme la population mondiale grandissait, on a rajouté le pétrole. Et après, on a rajouté le gaz. Et donc, en fait, l'intensité énergétique du monde n'a fait qu'augmenter, augmenter. Et Mmh. même les énergies renouvelables sont venues Ouais. en haut, mais s'ajouter. Donc, il n'y avait pas de substitution. C'est-à-dire que les énergies renouvelables n'étaient pas en train de se substituer aux énergies fossiles. Pas bonne nouvelle, ça. Parce Mmh. que ça veut dire qu'on va continuer à vider toutes nos énergies fossiles. Pour le coup, pour le réchauffement climatique, c'est nul. Ben, ça a changé. Il y a à OK. peu près 18 mois, les courbes d'installation de solaire, de la diffusion des batteries, leur prix aussi, Mmh. complètement écroulé. Heu et en fait, c'est les pays émergents qui sont en train de se jeter dessus, à bas bruit. Que c'est souvent même pas le Pakistan, par exemple, heu, est en train de faire une transition vers le solaire plus batterie, off the grid en plus, pas branché sur le grand réseau, mais Mmh. dans les petits villages et cetera. Ouais. On peut se fabriquer son électricité et l'utiliser. Avec des installations qui coûtent finalement pas très cher, sont très rapidement rentabilisées et il se passe bien des voitures, donc ils vont passer à l'électrique direct, en fait. Mmh. Alors ça posera d'autres problèmes, bien sûr. Il n'y a pas que le carbone, hein, il y a d'autres limites Oui. planétaires. Mais par exemple, moi, ce que je crois, et je le dis maintenant quand je travaille avec des gens sur des utopies, je pense que quand on fait un scénario de futur pour 2040, 2050, je dis aux gens: «Imaginez qu'il y a suffisamment d'énergie et qu'elle est décarbonée». Parce OK. que je pense, moi, dans 20 ans, on n'utilisera pas beaucoup d'énergie fossile. OK. Il y aura d'autres limites, sur, l'extraction, les minerais, les choses comme ça, L'autre mais grand chantier, c'est l'agriculture. mmh. Parce que même sur les minerais, c'est pas ce qu'on croit non plus. OK. Les minerais de la transition, il y en a, d'autant plus qu'il y en a qu'on croyait dont on pensait avoir besoin, dont on n'aura pas besoin. Mmh. Parce que, par exemple, même le lithium, la nouvelle génération de batteries, c'est pas du lithium, c'est du sodium, c'est-à-dire du sel. Mmh. Et d'ici 10, 15 ans, alors elles sont déjà à l'échelle, hein. Mmh. L'année dernière, le plus gros pollueur du monde, c'est la Chine. Mmh. C'est pas parce qu'ils sont malveillants, c'est parce que c'est devenu l'atelier du monde. Donc ils fabriquent pour nous aussi. Donc, voilà. Eh bien, l'intensité carbone, enfin, est arrivée, en haut. Ça commence à descendre depuis quelques mois et c'est que le début. L'année dernière, un camion sur 2 en Chine, Mmh. neuf, est un camion électrique. Électrifié, ouais. Donc, il y a plein de signes comme ça qui clairement, si on s'intéresse à l'histoire des innovations, là, on voit le début d'un cycle, OK. clairement. Donc clairement et qu'est-ce qui se passe quand il y a une nouvelle techno qui arrive? L'ancienne s'écroule très rapidement. Tu imagines bien que, lorsqu'il y a eu les premiers moteurs heu, à vapeur, les chemins de halage Ouais. et les gens qui avaient des animaux pour tirer des, des péniches sur les canaux, bah, ils se sont retrouvés au chômage en même pas une Mmh. génération, Ouais. très rapidement. Donc en fait, quand, quelque chose arrive, ça va assez vite dans ce monde-là depuis longtemps. Et c'est vrai que quand Fressoz a écrit son bouquin, c'était pas le cas. Donc il avait raison de se dire: «Ben, pour l'instant, il y a pas substitution, quoi. Les nouvelles énergies renouvelables ne sont pas en train de remplacer les Mmh. anciennes, elles s'additionnent». Et là, il y a plein de signes qui montrent qu'il y a une substitution qui commence, OK. un peu partout. Donc le grand enjeu maintenant, ça va être d'électrifier les usages. Parce qu'on a Mmh. pris l'habitude de faire des choses avec en brûlant des énergies Mmh. fossiles. Mais clairement, moi je pense que Tu as de je l'espoir, suis assez, je suis assez optimiste de ce côté-là. OK. Après l'autre gros chantier, ça va être l'agriculture parce que l'agriculture, c'est industriel. Alors je sais bien qu'il y a des agriculteurs qui aiment pas entendre ça parce qu'ils ont l'impression qu'on s'en prend à eux, mais c'est pas du tout le cas. Heu
Moi, je viens de mon grand-père était comme tout le monde, je veux dire mon grand-père était paysan, je veux dire, en France, tout le monde avait un grand-père paysan. Mais, je suis attaché, bien entendu, au fait qu'on ait des paysages, et des agriculteurs, mais clairement, si tu regardes, il y a plusieurs calculs qui ont été faits, heu, l'agriculture, l'agro-industrie, hein, c'est responsable de 60 des effets sur les Mmh. limites planétaires. La OK. plupart des limites planétaires sont bousculées à cause de notre mode de production, Mmh. même pas de nourriture, hein, de biomasse, parce que ça sert pas OK. qu'à manger en plus, ça sert à faire Mmh. des autre chose des fois. Ça sert aussi à faire des carburants, par exemple. Complètement, fou. Mmh mh. Et puis ça sert à faire, de la bouffe, pas forcément directement pour l'être humain, mais c'est pour Ouais. les animaux que nous mangeons ensuite. Mmh. Ça sert à faire, plein d'autres choses et ça dérègle les cycles de l'eau, ça Mmh. dérègle, tous les autres cycles. Donc ça sera le gros chantier. Mais par contre, sur celui de l'énergie qui a inquiété beaucoup de gens, Mmh. moi je suis assez optimiste maintenant. OK. Très bien. Si on revient sur, tes travaux, aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose, que tu aimerais que tes travaux changent dans la société? Il y a un point en Bah, j'ai particulier, pas forcément ce genre d'ambition-là. Je pense que juste je participe à des courants, hein. Ouais. Parce qu'en réalité, si les gens s'intéressent à ça, hein, les imaginaires soutenables ou tout ça, ils vont trouver plein de choses, hein. OK. D'ailleurs, tu remarqueras que nous, on parle de récits et non pas d'imaginaires. Parce qu'en fait, les imaginaires, c'est intangible, c'est difficile à Mmh attraper, mh. les imaginaires. Par contre, heu, une narration, un récit, un objet, ça, c'est OK. tangible, quoi. Au moins, on sait ce que c'est. Mais les imaginaires, c'est difficile à définir. Ah ouais, alors, donc du coup, si on s'in il y a plein de gens qui s'intéressent à ça en ce Ouais. moment. Heu, donc qu'est-ce que j'aimerais participer à Mmh. changer, hein? Heu, je sais pas trop. En ce moment, je suis là-dessus. Je pense que j'aimerais bien que s'il y a quand même on va faire le lien, peut-être avec ce que j'avais dit avant. Il y a un truc qui est en train de se développer, peut-être pas assez vite. Tu sais, je t'avais parlé des personas non humains, de Mmh. remettre le vivant et cetera. Heu, Draguignan, qui a un conseil non, je pense que les entreprises maintenant, c'est ça qui va être intéressant. OK. Il y a peu d'entreprises en France qui le font. J'en connais une qui souhaite le faire là, qui est une entreprise du coin, qui est d'essayer de faire rentrer au board, Mmh. ou en tout cas dans les structures de gouvernance des entreprises, la voix de la nature, OK. d'une manière ou d'une autre. Ça, tout est à inventer, hein, mais ça va être un gros chantier, heu, qui, nécessite sûrement plein d'explorations, de tentatives, d'essais. C'est pas si simple. Je pense que pour certaines entreprises, ça va faire partie, de leur manière de se différencier aussi. Heu, donc on va voir, c'est peut-être là qu'il y a un gros, boulot. OK. Très bien. Nature, au board des entreprises. OK. Tu parlais de défis à relever. Aujourd'hui, c'est quoi les difficultés que tu rencontres en tant que enseignant ou chercheur ou les 2? Il y a, faut qu'on sorte il y a une espèce de dialectique de d'opposition artificielle qui s'est créée entre, d'une part, faire des affaires, et d'autre part, prendre soin, du vivant. Et donc, des entreprises maintenant commencent à comprendre que ce n'est pas antinomique du tout, au contraire, mais ça reste encore dans les têtes de beaucoup de gens, beaucoup de décideurs et on le voit au niveau politique, au niveau international, comme si, et on le voit même au niveau de l'agriculture, tu vois, aujourd'hui, par exemple, lorsque certains, gros exploitants agricoles pensent que l'ennemi, c'est l'OFB, quoi, c'est, Mmh. les normes sur la nature. C'est dommage, on fera pas d'écologie sans les agriculteurs puisque, en France, ils occupent quand même une grande surface, des sols. Donc, il faut au contraire qu'ils travaillent ensemble, mais, ce qui les fait vivre, c'est exactement ce que, heu, les gens qui sont sur le terrain, du côté de l'écologie ou de la nature, souhaitent préserver. Quand ils travaillent sur la même, ils s'intéressent à la même ressource et ils ont envie de la préserver, je pense, de la même manière. Je connais pas un agriculteur qui veut pas léguer une terre, dégueulasse à ses enfants. Donc, faut qu'on trouve un moyen de réconcilier, en fait, prendre soin des gens, Mmh. du vivant au sens large. Moi, j'étais parti de ça au début, c'était, prendre soin des gens, des équipes,
l'appui de la nature et de ce qui est autour, et du compte de résultat. C'est-à-dire les 2 sont pas antinomiques, quoi. Et ça, c'est vraiment ça reste encore un peu, je trouve, dans les imaginaires, pour le coup, de beaucoup de gens. On a l'impression que c'est toujours une lutte, quoi. C'est toujours, faut se battre un peu pour faire passer, l'idée que la responsabilité sociétale de l'entreprise, est-ce que c'est un coût en plus? C'est souvent vécu comme un coût en plus ou un Mmh. emmerdement en plus, pardon, hein, mais pas forcément comme, l'opportunité de trouver du sens, de motiver les gens, de se différencier des concurrents, de faire autre chose. Faudrait Voilà, il faut remettre ça, et si on parle des ingénieurs, nous on fabrique des ingénieurs, c'est pareil. Mmh. C'est-à-dire, il faut qu'ils comprennent que prendre en compte les contraintes, biologiques, physiques du monde, c'est pas un frein à l'innovation. Au contraire, et ne pas le prendre en compte, c'est se mettre heu, dans des situations où on est en danger. Si je fais toute mon innovation sur, un microprocesseur hyper rare et hyper cher, le jour où cette chaîne logistique ne fonctionne pas, on l'a vu, hein, au covid par exemple, oui, il y a certaines voitures qui ne pouvaient pas être fabriquées parce qu'il manquait une puce, Mmh. qui sert pas à grand chose en plus, mais si elle y était pas, ça marchait plus. Donc c'est le côté résilience et heu, durabilité, des objets techniques que l'on conçoit. Le fait de prendre en compte les limites planétaires, l'écologie, et cetera, c'est vraiment un plus pour ce que l'on propose. Est-ce qu'il y a une découverte, scientifique récente, qui t'a marqué particulièrement? Dans ton domaine ou non, ça peut être Mmh. dans un domaine, tout autre. Ouais, alors dans mon domaine quand même, moi j'ai beaucoup, apprécié, les travaux, de Anna Tsing et de Dana Haraway. Ils sont 2 américaines, OK. et Anna Tsing, elle a beaucoup travaillé justement sur l'hybridation, des points de vue, et Dana Haraway, elle a beaucoup travaillé sur, hem la fabulation spéculative, elle appelle ça comme ça. Donc c'est OK. l'idée c'est justement de fabriquer des récits, quoi, OK. et même presque comme une méthode de recherche, OK. et c'est 2 femmes hyper inspirantes qui ont fait des jolis bouquins qui sont traduits en français d'ailleurs. Heu, Natsing, elle a fait un bouquin, alors attends, je dois l'avoir en plus parce que c'est dans les références de ce bouquin justement. Heu, Tsing, bon, non, Anna Tsing, The Mushroom and the End of the World. OK. Voilà, Original comme titre. c'est un super bouquin, vraiment, je le conseille. Heu Qui permet elle a analysé en fait comment les mondes qui continuent à se développer et à croître dans, les écroulements et les ruines des mondes, soi-disant finis, quoi. Mais en fait, ça montre que, bah, il y a de nouvelles alliances qui se produisent entre la nature et les hommes, et qui se trouvent d'autres manières de rebondir et de faire, et elle raconte ça dans ce bouquin. Donc ça, c'est une très, très beau, manière de voir les choses. Voilà, The, Mushroom and the End of the World. OK. Et si justement il y avait, si tu pouvais inviter, un chercheur ou une chercheuse, dans ce podcast, est-ce que ce serait ces 2 personnes ou une autre personne? Bah, tiens, je vais en citer un autre, comme ça sera plus Très marrant. bien. Oui, j'inviterais sans doute, Arturo Escobar, OK. voilà, qui vient d'Amérique du Sud. Mmh. Lui, il a une notion, il a travaillé, c'est un spécialiste du design, donc nous, on fait beaucoup de design. D'ailleurs, heu, Raskas, le C, c'est concevoir, hein, c'est to Mmh. design en anglais, la conception. Parce qu'en fait, le design, c'est au cœur du métier d'ingénieur, hein, on pense et on conçoit et on fabrique des nouvelles choses. Donc, et Arturo Escobar, lui, il a montré un truc justement, ça va rejoindre un peu des choses que j'ai déjà dit. Pour sortir des récits dominants, en fait, il faut arrêter avec l'idée d'une d'univers, mais de parler de plurivers. En fait, lui dit: «Il y a Mmh. des plurivers», c'est-à-dire qu'il y a plein de manières d'habiter le monde. Il n'y a pas juste une grosse culture qui est en train de s'imposer, qui serait, le monde technologiste, capitaliste, de compétition et de mondialisation. En fait, il y a déjà beaucoup d'autres manières d'habiter le monde qui existent. C'est intéressant d'aller les voir, et il parle de plurivers et de OK. concevoir pour les plurivers, et quelque part, heu, nous on appelle ça, avec mon collègue, on a appelé ça les petits mondes. Voilà, il y a Mmh. plein de petits mondes, et quelque part Toulon et sa manière de vivre, d'apprendre, de faire à Toulon, c'est un petit monde aussi. Mmh.
Il y a chacun à son il y échelle. a un dynamisme, il y a une particularité de faire à Toulon, par exemple, qui est un petit plurivers, un petit monde, on appelle ça. OK, Mmh. ça marche. Est-ce Scobar. que est-ce que tu as un dernier mot, à nos auditeurs? Est-ce que tu souhaites, partager, une idée, une pensée, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent? Heu, oui, je pense qu'il faut vraiment être vigilant à ce biais de négativité. Je le vois beaucoup chez nos étudiants, je le vois beaucoup autour de nous. On a pris l'habitude d'imaginer que le futur, si on se battait pas comme des lions, ça allait être l'horreur. Et peut-être qu'il faut sortir un peu de l'urgence, OK. et de se dire: «Faut amener un peu de sérénité». Il faut juste choisir si on fait partie de la solution ou du problème et faire confiance au fait qu'il y a quelque chose qui bouge et que voilà, il y a 9 milliards de personnes sur terre. La plupart d'entre eux, déjà plus de la moitié sont des femmes et la plupart du reste aspirent à la paix, hein, quand même, donc Mmh. et à vivre en harmonie avec ce qu'il y a autour de nous, quoi. Donc voilà, on porte encore des séquelles de croyances et cetera, mais il y a pas de raison, quoi et ça passe par raconter des belles histoires, quoi. OK, très bien. Ben, merci Guillaume pour cet échange. Merci à toi, Johan. Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast de l'ISEN Méditerranée. D'ici là, restons curieux.